Chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier l'unité numéro 6 qui sera consacrée à l'évaluation et la consolidation de toutes les connaissances vécues en cette année. Cette unité est divisée en 4 semaines. Pendant la première semaine, on va évaluer l'unité 2 et 3. Pour la deuxième semaine, la consolidation des unités 2 et 3. Troisième semaine, évaluation des unités 4 et 5. Et pour la quatrième semaine, la consolidation des unités 4 et 5. Pendant cette année de la 6e année de l'enseignement primaire, nous avons rencontré durant notre année scolaire les thèmes suivants. Voyage et souvenirs, environnement, santé et maladie, et sécurité et code de la route. Passons maintenant à la semaine 2 qui sera consacrée à la consolidation des unités 2 et 3 dont le thème est voyage et souvenirs et environnement. Commençons la deuxième semaine par la discipline de communication et actes de langage. Dans cette séance, on va étudier 2 situations. Situation 1. Pendant les vacances passées, tu as voyagé avec ta famille dans une ville marocaine. Raconte à tes camarades ce que vous avez fait. Je choisis la ville, je parle de mes activités et des lieux visités, je décris mes sentiments. Donc tu peux choisir une ville côtière par exemple, à côté de la mer, ou bien une ville loin de la mer. Pour la deuxième situation, tu as participé avec les enfants de ton quartier à la journée quartier propre. Tu décris les activités que tu as fait avec tes amis et voisins pour rendre votre quartier plus attrayant. Voici, par exemple, une activité que tu as fait. Bien. Avant de commencer, tu as besoin de quelques éléments et de vocabulaire pour énoncer des phrases, pour parler de ces 2 situations. Rappelons un peu ce que vous avez étudié durant cette année. Rappelons par exemple les notions des indicateurs temporels et les indicateurs spatiaux. Et bien sûr, la description. Décrire un lieu, décrire une personne, décrire un animal. Donc, vous avez ici, c'est une plage propre, c'est une classe mal propre, c'est magnifique, c'est horrible. Pour caractériser un lieu, on utilise l'expression c'est plus adjectif. Donc, je cherche dans ce sac à expression, quelle est l'expression convenable? C'est détestable, c'est le contraire de c'est aimable. Alors quelque chose qui est détestable, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. C'est magnifique, c'est quelque chose que j'aime. C'est horrible, c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc c'est horrible, c'est détestable. C'est beau, c'est aimable, c'est magnifique. Donc ici, vous avez l'expression c'est un ou bien c'est une, plus un nom, plus un adjectif. Donc je cherche ici, toujours dans mon sac à mots, dans mon sac à expression, c'est une plage propre. Donc vous avez ici c'est, plus une, plus un nom, plus un adjectif. Propre. Et vous avez, c'est une classe malpropre. Donc vous avez ici le contraire de propre. Mal, propre. Je cherche ici, je lis la phrase de la première colonne. C'est une ville polluée. Donc, quelle est la phrase qui va avec?
c'est une classe malpropre. C'est un endroit calme. Donc, c'est une plage propre. Bien. Maintenant, pour décrire un lieu, on utilise les expressions suivantes. Il y a un, ou bien une, ou bien des plus un nom. Par exemple, il y a un lac, il y a un fleuve, il y a une rivière, il y a des montagnes, il y a plus le, la, ou bien les plus non. Donc vous avez ici des articles indéfinis, vous avez ici des articles définis, plus un nom. Donc par exemple, on dit il y a la montagne, il y a la campagne, il y a la rivière. Il n'y a pas de, par exemple, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'arbres. Il y a beaucoup, ou bien assez, ou bien peu de. Par exemple, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a assez d'animaux, il y a peu d'herbes. Bien, alors, pour toi, voici quelques expressions pour parler du climat. On dit il fait beau. Lorsque le temps est beau, on dit il fait beau. Lorsque le temps est mauvais, on dit il fait mauvais temps. Il fait beau temps. Il fait mauvais temps. J'ai froid. On dit il fait froid. Ouf, j'ai chaud. Il fait chaud. La pluie tombe. Qu'est-ce qu'on dit? Il pleut. La pluie ne tombe pas. Il ne pleut pas. Dans le ciel, il y a du nuage. On dit il y a des nuages. Le soleil brille dans le ciel. On dit il y a du soleil. Alors pour les lieux, quelques noms de lieux, par exemple une plage, une montagne, un volcan, un désert, une forêt, un fleuve, une île, une avenue, un boulevard. Donc, ce sont tous des noms de lieux que tu peux utiliser dans ton récit oral ou écrit. Voici quelques indicateurs de lieux. Par exemple, ici, là, plus loin, etc. Il y a d'autres. Donc, voici une liste, par exemple, que tu peux utiliser. Alors, pour le lieu ou bien pour l'espace, je retiens, pour se situer ou situer une personne ou un objet dans l'espace, j'utilise ces expressions, ces indicateurs, devant, près, à côté, derrière, dans, sur, sous, ici, dehors, à droite, à gauche, en bas, en haut, au-dessus de, au-dessous de, en face de, au milieu de. Donc ça, c'est pour l'espace, pour le lieu. Pour se situer ou situer une personne, ou bien un personnage, ou un objet dans le temps, j'utilise maintenant, aujourd'hui, hier, demain, le mois prochain, la semaine prochaine, la semaine dernière, l'année prochaine, quand, pendant que, lorsque, après que, etc. Donc il y a d'autres indicateurs de temps et de lieu. Donc maintenant que tu as ce bagage, tu peux l'utiliser à écrire ou bien à s'exprimer sur les situations qu'on a vues. Commençons par la situation numéro 1. Pendant les vacances passées, tu as voyagé avec ta famille dans une ville marocaine. Raconte à tes camarades ce que vous avez fait. Donc, je choisis la ville, je parle de mes activités et des lieux visités, je décris mes sentiments. Donc, vous avez le choix entre une ville côtière et une ville interne. Commençons par la ville d'Agadir, qui est une ville côtière. En famille, j'ai visité la ville d'Agadir. C'est une grande station balnéaire au climat doux. Ancienne ville d'agriculture et de pêche. Elle a été entièrement reconstruite après le séisme dévastateur en 1960. Agadir est devenu aujourd'hui le symbole de la modernité au Maroc.
pôle économique important du pays. Donc voici la ville d'Agadir, vue de la Kasbah d'Agadir. Vous avez ici la marina et la plage d'Agadir et la ville d'Agadir ici. Donc il est un pôle économique important du pays, connu par sa pêche, connu par ses zones touristiques, comme la marina d'Agadir et les différents hôtels. Et bien sûr, il est également sa deuxième ville touristique après Marrakech. Et bien sûr, voici le mur en mémoire du tremblement ou bien du séisme en 1960. Alors, commençons notre visite d'Agadir. Nous sommes sortis un peu de la ville pour une excursion à la vallée du Paradis. Donc, d'abord, nous sommes allés à la vallée du Paradis, pas loin d'Agadir, sur la route d'Imouzeh. Voici quelques images de la vallée du Paradis. Après, nous avons passé un moment au Souk el-Had, qui se trouve au cœur de la ville. Voici une image du souk nommé Souk el-Had. Ici, un monde authentique, vivant, tout en couleurs. C'est l'un des endroits les plus agréables et les plus animés d'Agadir. Donc, nous avons visité le souk d'Agadir. L'après-midi, nous nous sommes rendus au jardin portugais nommé également Jardin de Lao. C'est un joli coin de verdure. C'est un lieu que nous avons apprécié, un espace vert pour la détente et le repos. Donc vous avez le jardin de Lao. Voici une autre image. C'est un espace de verdure et de repos. Le lendemain est réservé à la visite du Croco-Park. Vous avez ici une image de l'entrée au parc aux crocodiles, nommé Croco-Park, avec ses 300 crocodiles du Nil et ses beaux jardins exotiques et aquatiques. Pour la plage, ma famille a décidé d'y aller pendant une journée ensoleillée. La baie d'Agadir est idéale pour profiter du soleil. Les touristes pratiquent diverses activités nautiques comme des sessions de jet ski ou des cours de planche à voile, le surf. En fin de journée, alors que le soleil commence à se coucher, le spectacle est juste à couper le souffle. Donc, voici la plage d'Agadir. Nous sommes allés sur la plage. On a vu des touristes qui pratiquent le jet ski, la planche à voile ou le surf. Pour découvrir les différentes cultures, nous visitions les plus beaux musées de la ville. Il y a le musée de la mémoire, conserve l'histoire du terrible séisme qui a ravagé la cité le 29 février 1960. Le tout situé dans une ravissante oasis de verdure. Quelques images du terrible séisme d'Agadir. Donc, ces photos et bien sûr la mémoire de ce séisme est dans le musée de la mémoire, le musée municipal qui garde des photos d'Agadir avant le séisme. Il y a aussi le musée du patrimoine amazigh, un musée où on trouve des collections de bijoux, tapis, poteries et autres objets de la vie des Amazirs. Un autre après-midi, nous avons fait une pause, mais pleine de découvertes et de plaisir au cœur d'Agadir, à la vallée des oiseaux. Nous sommes allés à la vallée des oiseaux.
domicile de plusieurs espèces animales et végétales. Donc vous avez ici des animaux, des oiseaux, et bien sûr vous avez d'autres animaux comme le singe dans ce parc qu'on appelle la vallée des oiseaux. Avant de quitter la ville, on devait visiter la Kasbah. Voici la Kasbah d'Agadir. C'est ici que se trouvait la ville d'Agadir avant le terrible tremblement de terre. Avant le tremblement, c'est ici que se trouvait Agadir. En fin de journée, alors que le soleil commence à se coucher, le spectacle est juste à couper le souffle. Donc vous avez un coucher du soleil à Agadir très magnifique à voir. Vous avez une belle vue d'Agadir. Appréciez cette ville ravissante. Bien. Maintenant, passons à une ville touristique aussi, c'est Marrakech. Pendant les vacances dernières, j'ai visité avec ma famille la ville de Marrakech. Regardez, voici la ville de Marrakech avec la Koutoubia et bien sûr, ici vous avez la place Jemaa el-Fna. Nous sommes restés 3 jours dans cette ville. Nous avons visité les monuments historiques de cette ancienne ville impériale. Elle a été gouvernée par les Almohades, les Mouahidines, les Almoravides, les Mourabitines et les Saadiens, Saadiens. Donc voici quelques monuments historiques de la ville de Marrakech. L'architecture des bâtiments et des monuments historiques est très intéressante. Nous avons commencé notre visite de Marrakech par la célèbre tour Koutoubia. Nous sommes allés voir la tour Koutoubia. Nous avons pris des photos, bien sûr, en souvenir de notre visite. Le lendemain matin, nous nous sommes rendus au jardin de la Ménara, situé à proximité du centre-ville. Nous nous sommes déplacés en calèche. Alors, pour aller au jardin de la Ménara, nous nous sommes déplacés en calèche. Sur la route, j'ai été surpris de découvrir la circulation dense de l'avenue Mohammed V. Voici l'avenue Mohammed V, mais regardez ici, la circulation est dense. Dans les jardins de la Ménara, on découvre beaucoup d'oliviers. Voici les oliviers autour du bassin de la Ménara, ainsi que le système d'irrigation mis en place. C'est un grand bassin qui a pour rôle de réservoir. J'ai beaucoup apprécié la visite de ces jardins. C'est l'occasion de faire une jolie balade et de souffler un peu, car l'ambiance y est calme. C'est un espace de détente sous les arbres d'olivier pour se reposer et prendre de l'air. Dans l'après-midi, j'ai eu l'occasion de découvrir la place Jemaa el-Fna. Oh là là, quel bruit, quel vacarme. Tout le monde crie, tout le monde bouge. C'est le dernier jour de notre visite. Nous avons réalisé des randonnées à dos de chameau. Maman voulait acheter des articles comme souvenir de notre visite. Alors, il fallait
passer par la souka de Marrakech ou bien par le souk de Marrakech pour acheter des articles comme souvenirs. Bien, donc, vous avez visité 2 villes et bien sûr vous avez décrit ce que vous avez fait. Ce ne sont que des exemples. Tu peux décrire ce que tu as fait réellement. Passons maintenant à la situation numéro 2. Tu as participé avec les enfants de ton quartier à la journée quartier propre. Tu décris les activités que tu as fait avec tes amis et voisins pour rendre votre quartier plus attrayant. Voici quelques activités. Regardez bien ces enfants, qu'est-ce qu'ils font. Bien. Commençons par l'observation de ces images. Ce sont des images qui ne sont pas bons à voir. Alors, les habitants n'aimaient pas l'état de saleté de notre quartier. Alors, ils ont lancé l'opération quartier propre. Regardez une affiche. Quartier propre, c'est une opération que les gens de notre quartier, ou bien les habitants de notre quartier, ont organisé pour nettoyer le quartier. Quartier propre, tous ensemble, nettoyons le quartier. Tout le monde doit participer. Participe en famille, ou bien entre amis, entre voisins. Tout le monde doit laisser sa touche dans cette opération. Le 22 avril est le jour de la Terre. Les habitants de notre quartier décident de nettoyer notre entourage. Donc, ils ont choisi, par exemple, le 22 avril, qui est le jour de la Terre, pour nettoyer le quartier. Nous sommes bénévoles, équipés de gants et de sacs, poubelles et du matériel nécessaire. Donc, les habitants du quartier se sont rassemblés pour discuter, pour mettre un plan, comment est-ce qu'ils vont nettoyer le quartier. Nous nous sommes répartis en groupes. Chaque groupe se charge d'une action. Par exemple, ramasser les ordures. Nous avons parcouru le quartier pour ramasser les déchets. Donc, les enfants, les grands, les petits, ils ont sillonné toutes les rues pour ramasser les déchets. Regardez. Nettoyage des évacuations d'eau. Ils ont nettoyé aussi les évacuations d'eau de pluie ou bien de maisons. Entretenez les trottoirs. Nettoyez les trottoirs. Le reboisement, planter des arbres. Donc, il y a des gens qui ont planté des arbres, de nouveaux arbres. Peindre les murs. Un autre groupe se charge de peindre les murs du quartier. Ou bien peindre les poubelles pour faciliter le tri de déchets. Voilà. À la fin, qu'est-ce qu'on a remarqué? Que la quantité de sacs de poubelles remplis durant 2 heures ne fait que confirmer le manque d'éducation de nombreuses personnes. On a ramassé beaucoup de déchets. Donc, il y a des personnes qui manquent d'éducation. Donc, on a ramassé beaucoup de déchets. Donc, il faut respecter la nature. Nous avons été heureux d'apporter un soin particulier à notre quartier. À la fin, nous sommes heureux. Parce que notre quartier est devenu propre. Mais attention, gardons notre quartier propre. Il faut garder le quartier propre. Garde ton quartier propre. Ici, c'est aussi chez toi. En dehors de ta maison, c'est aussi chez toi. Un quartier propre pour un bel avenir. Donc, si tu as un quartier propre,
tu as un bel avenir, tu as une ville propre. Mon quartier, c'est ma ville propre. Rêvons d'avoir des quartiers propres comme ceci, bien organisés, que nous allons aimer. J'aime mon quartier propre. L'union fait la force. Tous on doit travailler, tout le monde doit participer. Lorsqu'on est ensemble, on est fort. L'union fait la force. Si tu ramasses les déchets, tu es un bon citoyen. Tu es un bon Marocain. Ramasser les déchets, c'est un acte citoyen. Quel est le meilleur déchet? Le meilleur déchet est celui que l'on ne crée pas. Si tu ne jettes pas de déchets, si tu ne fais pas de déchets, c'est le meilleur déchet. Donc, le meilleur déchet est celui que l'on ne crée pas. Alors, il est temps de sensibiliser les écoliers, de ne plus jeter le contenant de leur goûter, sacs plastiques, papier, de bonbons, emballage de compote, bouchons, canettes, etc. par terre. Toi, mon petit, lorsque tu manges ton goûter, ne jette pas l'emballage par terre. Mets-le dans la poubelle, dans l'endroit convenable. Les professeurs, parents, éducateurs doivent être porteurs de ce message. Alors les parents doivent parler à leurs enfants. Les professeurs doivent transmettre le message à leurs élèves de ne plus jeter de déchets par terre. Les responsables de boulangerie, de la pharmacie, les commerçants de notre quartier ont confirmé de devoir ramasser régulièrement les déchets autour de leur commerce. Donc, durant notre action, nous avons parlé aux responsables de boulangerie, de pharmacie et de commerce pour ramasser les ordures ou bien leurs déchets. Il faut reconnaître qu'il n'est jamais agréable de nettoyer les saletés des autres et de ramasser les ordures. Il n'est pas bon de nettoyer les déchets d'un autre. Attention, chacun doit ramasser ses déchets. Dans la rue, je jette mes petits déchets à la poubelle. Je jette mes déchets spéciaux, piles, ampoules, électroménagers dans les points de dépôt à ma disposition. Donc, je respecte le tri de déchets. Pour limiter mes déchets, je répare, je donne, je change mes habitudes. Donc, une nouvelle éducation pour changer mes habitudes. Donc, respecter le tri de déchets. J'entretiens la rue devant ma maison. Je nettoie, je désherbe. Je sors et je rentre ma poubelle le jour de la collecte dans ma rue. Lorsque les collecteurs de déchets passent dans la rue, je sors ma poubelle et lorsqu'ils sont passés, je rentre ma poubelle. Si je ne peux pas rentrer ma poubelle chez moi, j'utilise des sacs homologués. J'utilise des sacs à poubelle pour ramasser mes déchets. Alors, dernier message, gardons notre quartier propre. Respectons notre entourage. J'espère que vous avez eu une idée sur comment nettoyer notre quartier. À bientôt. À la prochaine. Passons à la leçon de lecture. Le titre du texte est Éco-École. Au cœur de Marrakech, la façade de l'éco-école 11 janvier donne le ton. Graphisme réalisé par les enfants, couleurs éclatantes,
La langue amazigh inscrite sur le fronton de l'école, à côté des langues arabes et françaises. L'ambiance est à la créativité bien ordonnée. On pénètre dans l'école où la cour de récréation est parsemée de jardins ouverts, d'objets recyclés, d'un florissant coin de jardinage. Cette école est un modèle de réussite du projet Éco-École labellisé Pavillon Vert lancé par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement en 2006. En moins d'une année, de spectaculaires économies ont été réalisées en matière de consommation d'eau avec un passage d'une facturation estimée à 5 694 dirhams en novembre 2014 à 350 dirhams en avril 2015. Les enfants ont cherché, trouvé et colmaté toutes les fuites d'eau. Réalisé par Géraldine Dulat, RSE, Maroc, magazine numéro 3, novembre 2016, pages 34 et 35. Je relis le texte. Au cœur de Marrakech, la façade de l'éco-école 11 janvier donne le ton. Graphisme réalisé par les enfants, couleurs éclatantes, la langue amazigh inscrite sur le fronton de l'école à côté des langues arabes et françaises. L'ambiance est à la créativité bien ordonnée. On pénètre dans l'école où la cour de récréation est parsemée de jardins ouverts, d'objets recyclés, d'un florissant coin de jardinage. Cette école est un modèle de réussite du projet Éco-École labellisé Pavillon Vert, lancé par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement en 2006. En moins d'une année, de spectaculaires économies ont été réalisées en matière de consommation d'eau avec un passage d'une facturation estimée à 5 694 dirhams en novembre 2014 à 350 dirhams en avril 2015. Les enfants ont cherché, trouvé et colmaté toutes les fuites d'eau. Réalisé par Géraldine Dulat. RSE Maroc, magazine numéro 3, novembre 2016, pages 34 et 35. Bien, relisons le texte une troisième fois et expliquons-le. Éco-école, voici le logo d'une école écologique, d'une école qui a participé au projet Éco-École. Au cœur de Marrakech, la façade de l'éco-école 11 janvier donne le ton. Graphisme réalisé par les enfants, couleurs éclatantes, la langue amazigh inscrite sur le fronton de l'école à côté des langues arabes et françaises.
L'ambiance est à la créativité bien ordonnée. Bien, donc vous avez ici le fronton de l'école, le portail de l'école. Vous avez la langue amazigh ici, la langue arabe et la langue française. Donc le nom de l'école 11 janvier est écrit avec 3 langues, arabe, amazigh et française. Et les enfants ils ont réalisé des tableaux sur le mur de l'école avec des couleurs. On pénètre dans l'école où la cour de récréation est parsemée de jardins ouverts, d'objets recyclés, d'un florissant coin de jardinage. Comme vous voyez, la cour de l'école 11 novembre, elle est parsemée de jardins ici et des fleurs de jardin. Troisième paragraphe. Cette école est un modèle de réussite du projet Éco-École, labellisé Pavillon Vert, lancé par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement en 2006. Donc vous avez ici le logo de l'éco-école et bien sûr ce projet est lancé par la Fondation Mohamed VI. Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Paragraphe suivant. En moins d'une année, de spectaculaires économies ont été réalisées en matière de consommation d'eau, avec un passage d'une facturation estimée à 5 694 dirhams en novembre 2014 à 350 dirhams en avril 2015. Les enfants ont cherché, trouvé et colmaté toutes les fuites d'eau réalisées par Géraldine Dulac, RSE Maroc Magazine, numéro 3, novembre 2016, novembre 2016, page 33-34. Voici une facture de consommation d'eau. Le prix à payer ici. Bien. Les enfants ont cherché, trouvé et colmaté toutes les fuites d'eau. Voici une fuite d'eau. Donc, il faut la réparer. Il faut la colmater. Donc, les enfants, ils ont trouvé une fuite d'eau. Ils vont la réparer. Bien sûr, avec différentes façons. Ici, par exemple, une matière pour colmater la fuite d'eau. Pour colmater la fuite d'eau. Bien. Vous avez ici des magazines. Un magazine, vous avez plusieurs magazines. Par exemple, voici des couvertures de différents magazines. Bien. Passons maintenant aux questions de compréhension. Je lis et je réponds. Tu as lu le texte, bien sûr. Maintenant, réponds aux questions. Complète le tableau. Quel est le titre du texte? C'est Éco-École. Bien. Qui est l'auteur du texte? C'est Géraldine Dulac. Bien. Quel est le type de ce texte? Vous avez deux réponses. Première réponse, c'est un texte descriptif. Regardez le texte. On parle dans le texte
de l'école 11 janvier et on décrit le fronton, le portail, on décrit la cour de l'école, les jardins, tout ce qui est dans l'école. Ça, c'est un texte descriptif. Puis, il donne des informations. Donc, c'est un texte informatif ou bien il donne des explications. C'est un texte explicatif. Il nous donne des informations. Cette école est un modèle de réussite. Donc, il donne des informations. Il donne des informations sur le projet éco-école, puis sur les activités que les enfants ont réalisées et comment est-ce qu'ils ont participé à économiser de l'eau. Donc, on peut dire que c'est un texte descriptif et explicatif ou bien informatif. Bien. Deuxième question. Coche la bonne réponse. Ce texte est une lettre ou bien un récit de voyage ou bien un article de magazine. Regarde en bas du texte, tu trouves la réponse. Donc, c'est un article de magazine. Bien. Troisième question. Vrai ou faux? Si c'est faux, corrige. Regardons la première information. Le nom de l'école est écrit en arabe et en français. C'est faux. Il y a une troisième langue. C'est la langue amazigh inscrite sur le fronton de l'école à côté des langues arabes et françaises. C'est un passage dans le texte. Deuxième information. Cette école est un exemple de réussite du projet éco-école. C'est une information vraie. Donc, c'est vrai. Troisième information. En plus d'une année, de spectaculaires économies ont été réalisées. C'est faux. Dans le texte, on dit en moins d'une année. De spectaculaires économies ont été réalisées en matière de consommation d'eau. Bien. Quatrième information, ce sont les enfants qui ont trouvé et colmaté toutes les fuites d'eau. C'est vrai, ce sont les enfants qui ont participé à réparer les fuites d'eau. Bien, passons maintenant à la question numéro 4. Complète ces deux factures par les montants convenables. Donc, vous avez la facture de consommation d'eau en période de novembre 2014. C'est quoi dans le texte? C'est 5694 dirhams. Écris le montant en lettres. Attention, tu vas écrire les adjectifs numéros cardinaux. Donc, vous avez ici 5694 dirhams. Ici, vous avez 350 dirhams. Attention, ne mets pas S à 350 dirhams. Question B de la quatrième question. Écris une phrase pour comparer ces deux factures. Ah, donc on passe maintenant à la leçon de comparaison. La comparaison, c'est une leçon vue en grammaire. Regardons cette leçon. La comparaison. Je complète la carte mentale suivante. Alors, c'est quoi la comparaison? La comparaison sert à comparer un ou plusieurs éléments avec un ou plusieurs autres. Donc, pour comparer, on utilise des mots qu'on appelle les comparatifs de supériorité, par exemple, plus que, ou bien d'infériorité, moins que, ou bien d'égalité, il y a deux, aussi que, ou bien autant de que. Il y a aussi d'autres mots qu'on appelle les superlatifs, qu'on utilise sans que, mais avec l'article. Le, la, les. Le plus, la plus, les plus, la meilleure, le meilleur, les meilleurs, le moins, la moins, les moins. Donc voici les mots qu'on utilise pour comparer deux ou plusieurs éléments. Revenons à notre leçon de lecture. Vous avez ici la première facture avec
5694 dirhams. La deuxième facture avec 350 dirhams. Comparons ces deux nombres. On voit que 5694 est supérieur à 350 ou bien est plus grand que 350. Donc vous avez ici la supériorité. On peut utiliser des mots de supériorité, des comparatifs de supériorité. On dit que la facture du mois de novembre est plus chère que la facture du mois d'avril. Ou bien, on peut commencer par 350 dirhams et le comparer à 5694. Qu'est-ce qu'on dit? 350 est inférieur à 5694, ou bien 350 est plus petit que 5694. Donc vous avez ici des comparatifs d'infériorité. Donc, je peux dire la facture du mois d'avril est moins chère que celle du mois de novembre. Donc, tu peux utiliser des comparatifs de supériorité ou bien d'infériorité. J'espère que tu as compris. À la prochaine. À bientôt. Maintenant, on passe à la leçon de grammaire. Toujours dans l'unité numéro 6, la semaine 2. Leçon des connecteurs spatio-temporels. Un petit rappel. Pour se situer ou situer une personne ou un objet dans l'espace, j'utilise les connecteurs spatiaux suivants. Devant, près, à côté, derrière, dans, sur, sous, ici, dehors, à droite, à gauche, en bas, en haut, au-dessus de, au-dessous de, en face de, au milieu de, et bien sûr d'autres. Pour se situer ou situer une personne ou un personnage ou un objet dans le temps, j'utilise les connecteurs temporels suivants. Maintenant, aujourd'hui, hier, demain, le mois prochain, la semaine prochaine, la semaine dernière, l'année prochaine, quand, pendant que, lorsque, après que, et bien sûr d'autres. Maintenant, essayons de compléter par des indicateurs de lieu et des indicateurs de temps. Je retiens, complète à l'aide de les indicateurs de lieu, l'espace, les connecteurs spatio-temporels, le temps, les indicateurs de temps. Pour se situer dans, ou bien pour situer quelque chose dans le temps et bien sûr dans l'espace, on utilise ce qu'on appelle les connecteurs spatio-temporels. Les connecteurs spatio-temporels, ça veut dire les connecteurs de l'espace ou bien du lieu et les connecteurs du temps. Il y a deux types de connecteurs ou d'indicateurs spatio-temporels. Il y a les indicateurs de lieu, tels que dans, sur, sous, en bas, en haut, devant, en face et d'autres. Et les indicateurs de temps, tels que quand, avant, après, aujourd'hui, demain et d'autres. Bien sûr, revoir le rappel précédent. Essayons maintenant avec ce petit exercice. Classe les connecteurs dans le tableau ci-dessous. Tout à coup, à droite, la semaine prochaine, ici, d'abord, en bas. Donc, vous avez ici un tableau avec deux colonnes, deux grandes colonnes, connecteurs spatiaux, connecteurs temporels, et bien sûr, avec les indications adverbe, location adverbiale, groupe nominal. Alors, tout à coup, est-ce que c'est un connecteur spatial ou un connecteur temporel? Tout à coup, c'est un connecteur temporel. À droite, c'est un connecteur spatial. La semaine prochaine, c'est un connecteur
temporel, ici, est un connecteur spatial. D'abord, un connecteur temporel. En bas, un connecteur spatial. Alors, commençons par les connecteurs spatiaux. Adverbe. Quel est l'adverbe ici? Le connecteur spatial adverbe. Donc, les connecteurs spatiaux à droite, ici, en bas. L'adverbe, c'est ici. Ici, c'est l'adverbe. La locution adverbiale, ça veut dire une suite de mots indiquant le lieu, c'est en bas. Et bien sûr, il reste à droite, c'est un groupe nominal. Il est le nom droite. Bien. Passons maintenant au connecteur temporel. L'adverbe, c'est, vous avez l'adverbe, vous avez tout à coup, la semaine prochaine, et d'abord. L'adverbe, c'est d'abord. La locution adverbiale, c'est tout à coup. Une suite de mots indiquant le temps. C'est tout à coup. Et bien sûr, la semaine prochaine, c'est un groupe de noms. C'est un groupe nominal. Bien. Maintenant, passons à la leçon de réduction et expansion de la phrase. Un petit rappel. Je complète par la cause, la manière, le temps, le lieu et le but. Bien. Une phrase peut être enrichie par d'autres mots qui apportent des informations supplémentaires. Ces informations peuvent concerner la personne, le lieu, le temps, les sentiments, la manière. La personne, le lieu, le temps, les sentiments, la manière. Bien, alors, regardons cet exemple. J'ai voyagé. Où? La réponse à la question où, c'est donner le lieu. Donner le lieu. Exemple, j'ai voyagé à Agadir. Quand? La réponse à la question quand, c'est pour trouver le temps. Donc, c'est pour le temps. Par exemple, j'ai voyagé à Agadir pendant les vacances d'été. Comment? Alors, la réponse à la question comment, c'est pour trouver la manière. Comment j'ai voyagé à Agadir? Par exemple, en voiture. J'ai voyagé à Agadir pendant les vacances d'été en voiture. Pourquoi? Quelle est la cause? Pourquoi j'ai voyagé à Agadir? Dans quel but? Par exemple, pour visiter la Kasbah d'Agadir ou Fla. Donc vous avez ici une phrase enrichie. J'ai voyagé, c'est une phrase réduite, enrichie par des compléments. J'ai voyagé à Agadir pendant les vacances d'été en voiture pour visiter la Kasbah d'Agadir ou Fla. Bien sûr, tu peux formuler cette phrase en variant la position de chaque complément. L'exercice 2. Enrichis les phrases suivantes pour donner plus de précision. Voici la phrase réduite. Le cheval galope. Alors, voici une image pour illustrer cette phrase. Le cheval galope. On peut poser des questions où, quand, comment, pour enrichir cette phrase. Bien sûr, on peut se contenter d'un seul complément ou bien de plusieurs. Par exemple, je pose la question, où le cheval galope-t-il? Le cheval galope dans la plaine, par exemple. Le cheval galope dans la plaine. Quand? À quel moment? Par exemple, le matin. Comment est-ce qu'il est ce cheval? Il est heureux, il est content, on ne peut pas le savoir. Il est libre, par exemple, librement. Il est seul. Donc, le cheval galope dans la plaine le matin librement. On peut formuler la phrase en disant, le matin, le cheval galope librement dans la plaine. Donc, tu peux ajouter 1, 2 ou 3 compléments pour enrichir la phrase. Deuxième phrase réduite, c'est le touriste achète. Une image pour illustrer la phrase. Voici des touristes. Voici un touriste, par exemple, pour parler du singulier. Un touriste, qu'est-ce qu'il achète?
Par exemple, des souvenirs. Où? Dans le souk. À quel temps? Le matin, l'après-midi, par exemple. Comment il est? Est-ce qu'il est heureux, content? Tu peux poser cette question. Comment est-ce qu'il achète? Est-ce qu'il achète rapidement ou bien en marchandant? Donc, on peut formuler la phrase en disant l'après-midi, le touriste achète des souvenirs dans le souk. Bien, passons maintenant à la troisième leçon de grammaire toujours. La comparaison. Je complète la carte mentale suivante. C'est quoi la comparaison? Qu'est-ce que je fais avec la comparaison? La comparaison sert à comparer un ou plusieurs éléments avec un ou plusieurs autres. Donc, je compare deux choses ou bien plusieurs en utilisant des mots qu'on appelle les mots de comparaison ou bien les comparatifs. Il y a trois types. Les comparatifs de supériorité, on utilise plus que et moins que pour les comparatifs d'infériorité. Moins que. Et il y a les comparatifs d'égalité. Pour l'égalité, on utilise de, aussi que et autant de que. De l'autre côté, il y a aussi des mots de comparaison qu'on appelle les superlatifs. On utilise les mêmes, mais les mêmes que la supériorité et l'infériorité, mais sans que. Il n'y a pas de que, mais on ajoute l'article définit le ou bien la ou bien les. Par exemple, pour les superlatifs de supériorité, on utilise le plus ou bien la plus ou bien pour le pluriel les plus. Pour la supériorité aussi, on utilise la meilleure, le meilleur, la meilleure et les meilleurs. Attention, pour le féminin, on ajoute et bien sûr, pour les superlatifs d'infériorité, on utilise le moins, la moins, les moins. Bien. Utilisons ces mots de comparaison pour répondre à cet exercice. Complète par le comparatif ou le superlatif convenable. Première phrase. L'été est saison de vacances. Donc, l'été est une saison. Comme vous savez, il y a 4 saisons. Nous sommes au printemps. Après le printemps, c'est l'été. Après l'été, c'est l'automne. Et après l'automne, c'est l'hiver. Vous avez ici 4 saisons. Parmi ces 4 saisons, il y a une saison de vacances qui est convenable aux vacances. Par exemple, pour aller à la plage. Quelle est la meilleure saison de vacances? C'est l'été. Donc, l'été est la meilleure saison de vacances. On utilise ici le superlatif la meilleure. La saison, c'est féminin, donc la meilleure. Deuxième phrase, vous avez la campagne est bruyante, la ville. Donc la campagne et la ville. On compare deux éléments, la campagne et la ville. Donc vous avez ici, on utilise le comparatif avec que. Ici, bruyante, c'est l'adjectif qui vient du nom bruit. Oui, où est-ce qu'il y a beaucoup de bruit? La campagne ou la ville? C'est la ville. À la campagne, il n'y a pas de bruit. Il y a le calme. Par contre, en ville, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de vacarme. Donc, la campagne est moins bruyante que la ville. Bien. Troisième phrase. Au printemps. Regardez cette image, c'est le printemps. La nature est verdoyante en été. Regardez, cette nature, elle est verte. Ici, c'est une image en été. La nature n'est pas aussi verte que le printemps ici. Donc, il y a beaucoup de couleurs vertes. Donc, la nature
est plus verdoyante que en été. Bien sûr que ici il y a E, en il y a E, donc deux voyelles. J'enlève la première voyelle et je mets apostrophe. Qu'en été. Au printemps, la nature est plus verdoyante qu'en été. Bien. Passons maintenant à la leçon numéro 4, l'adjectif qualificatif. Regardons ce schéma. Dans ce schéma, vous avez l'adjectif qualificatif. On va parler de sa définition, sa place, sa fonction, son accord. Commençons par la définition. C'est quoi l'adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif est un mot qui sert à caractériser ou bien à qualifier une personne, un animal ou un objet. Il est variable. Donc, il est variable parce que il s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Où est sa place? Donc, l'adjectif, il est placé soit avant ou après le nom qu'il qualifie. Il est soit devant le nom ou bien après le nom. Et bien sûr, lorsqu'on dit il est variable, ça veut dire il change. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Si le nom est féminin, l'adjectif qualificatif est féminin. S'il est pluriel, l'adjectif qualificatif est pluriel, etc. Sa fonction. Qu'est-ce que je fais avec l'adjectif qualificatif? Que fait l'adjectif qualificatif? Il décrit une personne, ou bien un animal, ou bien une chose, ou bien un lieu. Donc, voici quelques notions de l'adjectif qualificatif. Bien sûr, il y a aussi la notion de l'adjectif qualificatif attribut et l'adjectif qualificatif épithète. Question numéro 4. Complète par l'œuvre souriant, rusé, gentil. Le renard est un animal. Voici une photo du renard. Regardez ses yeux. On dit qu'il est... Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est souriant? Est-ce qu'il sourit ici? Non. Est-ce qu'il est neuf? Non. Donc, vous avez ici un renard. Regardez, le nom est masculin singulier. Féminin pluriel, pluriel. Vous avez ici masculin, vous avez ici féminin. Donc, l'adjectif qualificatif masculin, ici, c'est rusé. On dit, il est rusé. Le renard est un animal rusé. Il est malin, entre parenthèses. Rusé ici est un adjectif épithète. Il est placé juste à côté du nom qu'il qualifie. Donc ici, l'adjectif qualificatif épithète. Bien, deuxième phrase. Au bureau de tourisme, les employés sont. Donc on parle d'un adjectif pluriel. Bien. Voici une image, voici une photo dans un bureau de tourisme. Vous avez ici une employée, regardez, elle est souriante, féminin. Mais ici vous avez pluriel. Donc, ils sont souriants. Les employés sont souriants. Ici, entre l'adjectif qualificatif et le nom qu'il qualifie, il y a un verbe. Donc ici, souriant est un adjectif attribut. Troisième phrase. Les chaussures font souvent mal aux pieds. Quelles chaussures font souvent mal aux pieds? Regardez cette photo. Aïe, aïe, aïe. Regardez, il a mal aux pieds. Qui a fait mal à cette dame? Ce sont ses chaussures. Alors, comment sont ces chaussures? Ils sont neuves. Vous avez l'adjectif féminin pluriel, neuve. Les chaussures neuves font souvent mal aux pieds. Ici, l'adjectif neuve est un adjectif épithète. Il est placé à côté du nom qu'il qualifie. Quatrième phrase. Ma nouvelle voisine est très
Vous avez ici deux voisines. Regardez le visage de cette dame. Elle semble qu'elle est heureuse. Donc, il a trouvé une personne aussi heureuse. Donc, ils sont gentils. Donc, ma nouvelle voisine est très gentille. C'est une voisine. C'est un nom féminin, singulier, gentil, adjectif, qualificatif, féminin, singulier. L'adjectif gentil est un adjectif qualificatif attribut parce qu'il y a le verbe être entre l'adjectif et le nom. Bien. J'espère que tu as bien compris. Revois la vidéo et essaye de noter les idées. Passons maintenant à la conjugaison. Toujours dans la deuxième semaine, commençons par faire un rappel des leçons de conjugaison vues en unité 2 et unité 3. Commençons par les verbes au passé composé. Je retiens. Alors, pour conjuguer un verbe au passé composé, on conjugue l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif. Puis, on ajoute le participe passé. Bien. Certains verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être et d'autres verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, le verbe tomber se conjugue avec l'auxiliaire être. Il est tombé. Le verbe voyager se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Tu as voyagé. Le participe passé des verbes conjugués avec être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Exemple, elles sont allées à la plage. Donc vous avez ici l'auxiliaire être. Donc le participe passé doit s'accorder avec le sujet. Aller, on ajoute E du féminin et S du pluriel. Le participe passé des verbes conjugués avec avoir ne s'accorde pas en genre et en nombre, sauf dans certains cas bien sûr. Exemple, elles ont joué toute la journée. Donc vous avez ici elles, pluriel, féminin, et jouer ne s'accorde pas. Deuxième leçon est l'imparfait. Je complète avec les terminaisons d'écrire radical du verbe raconter. Si le passé composé sert à, alors à quoi sert le passé composé? Le passé composé sert à raconter des actions dans le passé. L'imparfait sert à décrire une situation, des personnes, des lieux dans le passé. Pour conjuguer un verbe à l'imparfait, on ajoute au radical du verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif de la première personne du pluriel, les terminaisons AES, AES, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Exemple, je veux conjuguer le verbe vouloir à l'imparfait. Je le conjugue au présent de l'indicatif avec la première personne du pluriel. Nous voulons. Donc le radical ici c'est voul. Et bien sûr j'ajoute les terminaisons à voul, le radical plus les terminaisons. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je crois que c'est facile. Bien, deuxième leçon, je complète toujours pour l'imparfait, je complète la carte mentale en donnant des exemples. Bien sûr, rappel des terminaisons. Les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Donc l'imparfait de l'indicatif est utilisé pour exprimer une habitude ou une action répétitive. Une action qui se répète. Ou bien une habitude, ce que je fais souvent. Par exemple, pendant les vacances dernières, je marchais chaque matin le long de la plage. Vous avez ici le verbe marcher, conjugué à l'imparfait, parce que chaque matin, je fais cette action. Bien sûr, au passé.
décrire un état avec être, avoir ou un verbe d'état. Les verbes d'état sont des verbes qui expriment un état ou une manière d'être du sujet. Exemple, par exemple, le verbe être, devenir, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. Donc, on les utilise pour exprimer un état ou bien une manière d'être d'un sujet. Exemple, hier, j'avais mal à la tête pendant toute la nuit. Verbe avoir ici. Troisième indication, décrire en utilisant des verbes descriptifs. Par exemple, elle portait un chapeau orné de fleurs multicolores. Donc vous avez ici la description vestimentaire d'une dame qui portait un chapeau orné de fleurs multicolores. Bien. Maintenant, passons au présent de l'indicatif. Je retiens toujours, je complète le présent, sa formation et ses valeurs. Alors, qu'exprime le présent ou bien quelles sont les valeurs du présent? Alors, le présent exprime une action ou un fait qui se déroule au moment où nous nous exprimons. Ce que je fais maintenant, en ce moment. Par exemple, maintenant, je regarde la leçon de conjugaison. Ou bien, le présent exprime une vérité générale, quelque chose que tout le monde connaît. Par exemple, la capitale du Maroc est Rabat. Troisième valeur, il exprime un fait habituel. Par exemple, chaque dimanche, je rends visite à ma grand-mère. Chaque dimanche, je vais visiter ma grand-mère. Quelles sont maintenant les terminaisons? Donc, la formation du verbe, ça veut dire le radical plus la terminaison. Pour les verbes du premier groupe, E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est I avec S, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ et I2S, ENT. Pour les verbes du troisième groupe, il y a différentes terminaisons selon le verbe. Vous avez ici un tableau qui rassemble les trois groupes. Par exemple, ici vous avez premier groupe, deuxième groupe, et pour le troisième groupe, on peut trouver SXDSE, SXDS, ES, TDE, ONS, EZ, ENT pour tous les verbes. Pour les trois personnes du pluriel, toujours ONS, EZ, ENT, mais attention, il y a des exceptions. Par exemple, pour S, par exemple, je dis je mets avec S. X, par exemple, je veux. DS, par exemple, je prends. E, par exemple, j'offre. Le verbe offrir, j'offre, prendre, vouloir, mettre. Attention, pour les verbes être, avoir, faire, aller et dire, au présent de l'indicatif, lorsque je les conjugue avec la deuxième personne du pluriel, par exemple, pour le verbe être, on dit vous êtes et non pas EZ. Pour le verbe faire, on dit vous faites et non pas EZ. Pour le verbe dire, on dit vous dites et non pas EZ. Faites bien attention pour ces trois verbes. Maintenant, pour la troisième personne du pluriel, pour conjuguer ces verbes avec la troisième personne du pluriel, par exemple, pour le verbe être, on dit ils sont. S-O-N-T. Attention, c'est pas E-N-T. Avoir, ils ont, et non pas E-N-T. Faire, ils font, et non pas E-N-T. Aller, ils vont, et non pas E-N-T. Faites bien attention à ces exceptions. Bien. Maintenant, passons à l'exercice suivant. Exercice 1. J'entoure les verbes dans les phrases et je complète le tableau. Exemple, Anas était triste. Et le verbe était est conjugué à l'imparfait. Il est utilisé pour décrire avec être. C'est une valeur, décrire avec être. Aujourd'hui, nous allons au stade.
Oui, le verbe, c'est allons. Il est conjugué au présent. Qu'est-ce que je fais bien sûr avec le présent? Je dis ce que je fais maintenant. C'est décrire une action qui se déroule au moment où nous nous exprimons. Hier, j'ai révisé mes leçons. Le verbe, c'est est révisé. Il est conjugué au passé composé. Il raconte une action du passé. Raconter une action du passé. La semaine dernière au cinéma, une fille a hurlé de peur. Vous avez ici le verbe a hurlé. Il est conjugué au passé composé et bien sûr c'est une action brusque du passé. Raconter une action brusque du passé. Les touristes se promenaient sur la plage au pigeon. Le verbe c'est se promener. C'est l'imparfait. Donc l'imparfait c'est pour décrire l'état des touristes ou bien la situation que font les touristes. Décrire une situation. Passons à l'exercice numéro 2. Conjugue les verbes au temps convenable. En ce moment, donc c'est maintenant, c'est le présent, c'est le présent de l'indicatif. Je réponds aux questions de mon livret. Le verbe répondre au présent de l'indicatif. Deuxième phrase, hier, donc c'est le passé. Je vais partir voir mes grands-parents. Donc, ici, je raconte une action. Je suis parti. Au passé composé. Attention à l'accord du participe passé avec le sujet. S'il s'agit du féminin, j'ajoute E. Et il, être, très content de me voir. Donc ici, être, c'est pour décrire l'état des parents. Était, donc j'utilise l'imparfait. Très content de me voir. C'est, la semaine dernière, il fait très chaud. Donc, je décris le temps. Donc, j'utilise l'imparfait. Il faisait très chaud. Alors, je prendre mon maillot. Donc, je raconte ce que j'ai fait. J'ai pris mon maillot et je suis allé à la plage. Donc, je raconte ce que j'ai fait. J'ai pris et je suis allé. Ce sont des actions du passé. Bien. Revois cette leçon et essaye de répondre correctement aux questions. À très bientôt. Au revoir. Maintenant, passons à la leçon d'orthographe. Toujours dans la deuxième semaine, commençons par les mots invariables. Quels sont les mots invariables? Voici quelques exemples. Je complète à l'aide de les adverbes de temps, les adverbes de qualité, les adverbes de manière, les prépositions, les adverbes de lieu, les adverbes de négation, les conjonctions de coordination. Donc on va placer ces mots devant chaque type. Les mots invariables sont des mots qui ne changent jamais. Ils n'ont ni genre ni nombre. Il en existe plusieurs catégories. Donc voici la première catégorie. À, par, pour, avec, sans, chez, vers. Cette catégorie, ce sont des prépositions. Deuxième catégorie. Vous avez ici mais, ou, et, donc, or, ni, car. Ce sont les conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination. Bien, vite, gentiment, doucement, rapidement. C'est ce qu'on appelle les adverbes de manière. Hier, demain, autrefois, indique le temps. C'est ce qu'on appelle les adverbes de temps. Ici, là, dehors, dessous, dedans, c'est le lieu. Les adverbes de lieu. Beaucoup, peu, moins, plus, trop, c'est la quantité. Les adverbes de quantité. Ne pas,
ne plus, ne jamais. Donc vous avez ne avec un autre adverbe, pas, plus, jamais. Ce sont les adverbes de négation. Alors faisons maintenant un exercice concernant les mots invariables. Complète par les mots invariables convenables. Première phrase, Sarah, Afao vont partir. Vacances, juillet. Donc ici vous avez un nom et un autre nom. Donc Sarah, Afao. Je mets ici la conjonction de coordination et vont partir. Vacances. Ils vont partir en vacances. Quand? En juillet. Bien. B. Que ma mère lit un magazine, mon père et moi regardons un match de foot. Donc, moi et mon père, nous regardons un match de foot et ma mère lit un magazine en même temps que nous. Donc, on utilise l'adverbe de temps pendant. Pendant que ma mère lit un magazine, mon père et moi regardons un match de foot. Troisième phrase, nous sommes revenus l'école. Donc vous avez ici un lieu. Donc nous sommes revenus, pour qu'il soit complément de lieu, on lui ajoute une préposition, soit à, soit de. Nous pouvons dire nous sommes revenus à l'école, c'est la rentrée, donc nous sommes rentrés à l'école, nous sommes revenus à l'école, ou bien nous sommes rentrés à la maison, nous revenons de l'école. Donc nous sommes revenus de l'école. On peut utiliser à ou bien de. Quatrième phrase, j'attends le train, un quart d'heure. Donc je suis à la gare, j'attends le train, je suis ici depuis un quart d'heure. Donc j'attends le train depuis un quart d'heure. Bien, deuxième leçon, toujours d'orthographe, l'accord du groupe nominal. Bien, alors, regardons cette règle. Je retiens. Complète par le nom en genre, le groupe nominal sujet en nombre. Donc, c'est quoi ça, GNS? C'est le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet. Le déterminant et les adjectifs qualificatifs s'accordent. Donc, ils s'accordent avec le sujet. Les déterminants, les adjectifs s'accordent en genre et en nombre, avec le nom auquel ils se rapportent. Par exemple, vous avez ici le singulier, ici le pluriel. Regardons les changements sur les mots au pluriel. Ce. Quel est le pluriel de ce? C'est. Beau, bien sûr, va prendre la marque du pluriel X. C'est beau. Et bien sûr, voyage au pluriel avec S. Été, troisième personne du singulier ici. Été, troisième personne du pluriel avec ENT. Était une, le pluriel de une, c'est des. Expérience, le pluriel d'expérience avec S. Et bien sûr, l'adjectif qualificatif avec S, il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Bien. Deuxième phrase, ma petite fille aime aller à Ifrane. Le pluriel de ma, c'est mes. Petite, bien sûr, avec S. Fille, avec S. Donc, vous avez ici la fille est pluriel, l'adjectif est pluriel. Vous avez le verbe M, troisième personne du pluriel, avec ENT, aller à Ifrane ne change pas. L'infinitif est invariable, la préposition est invariable, et bien sûr, Ifrane, il y a une seule ville, Ifrane. Bien. Maintenant, passons à l'accord de l'adjectif qualificatif. Bien. L'adjectif qualificatif, c'est quoi? Il caractérise, l'adjectif qualificatif caractérise une personne, une chose ou un animal. Il donne des précisions sur le nom qui l'accompagne. L'adjectif qualificatif s'accorde
en genre et en nombre, avec le nom qu'il qualifie. Certains adjectifs comme marron et orange sont des cas particuliers au pluriel. Par exemple, des jupes orange. Orange ne prend pas S. Des chemises marron. Marron ne prend pas S. Même si vous avez chemise et jupe au pluriel, marron et orange sont des cas particuliers au pluriel. Ils ne prennent pas la marque du pluriel. Regardons maintenant cet exercice. Regarde l'exemple, puis complète par d'autres adjectifs. Un petit enfant intelligent. Première phrase, vous avez une et vous avez fille. Donc, au lieu d'avoir enfant ou bien garçon, on a fille. Donc, le féminin de petit, c'est petite. Intelligent, c'est intelligente. Donc, une petite fille intelligente. Vous avez ici le nom au féminin, les adjectifs au féminin. Deuxième phrase, des médecins. Donc, choisissons maintenant deux adjectifs pluriels. Par exemple, des éminents, des brillants médecins généreux qui font du bien. Des éminents médecins généreux. Troisième phrase, des actrices. Donc, on dit une actrice, des actrices au féminin pluriel. Par exemple, des actrices qui sont connues, beaucoup sont des célèbres actrices. Et ils sont, un autre adjectif qualificatif, gentilles, par exemple. Des célèbres actrices gentilles. Quatrième phrase, un professeur. Donc, vous avez un nom masculin singulier. L'adjectif masculin singulier, par exemple, un jeune professeur dynamique, actif. Attention, si vous avez féminin ici, active ici. Donc, le féminin de actif est active. Ici, un. Donc, c'est masculin, actif. Un jeune professeur actif. Bien. Passons maintenant à la leçon numéro 4. L'accord du verbe avec le sujet. Je complète la carte mentale par GNS et GV. Rappelons que GNS veut dire le groupe nominal sujet et GV le groupe verbal. La phrase se compose de deux constituants, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Le se place généralement avant le verbe. Qui se place généralement avant le verbe? C'est le groupe nominal sujet, mais pas toujours, généralement, dans plusieurs cas. Le s'accorde avec le groupe nominal sujet. Donc, qui s'accorde avec le groupe nominal sujet? Si le groupe nominal sujet change, le groupe verbal change aussi. C'est le groupe verbal. Exemple, l'oiseau vole au-dessus de la maison. Donc, vous avez ici un oiseau singulier, vol, terminaison du groupe du verbe, c'est eux. Maintenant, mettons l'oiseau au pluriel. Les oiseaux, donc vous avez les, l'article pluriel, l'oiseau, marque du pluriel X, vol, troisième personne du pluriel, ENT, au-dessus, ne change pas de la maison. Deuxième exemple, tu travailles sérieusement. Donc, tu, deuxième personne du singulier, terminaison ES. Maintenant, deuxième personne du pluriel, vous travaillez EZ, deuxième personne du pluriel, sérieusement. Faisons maintenant cet exercice. Souligne le sujet, puis conjugue le verbe au présent. Au Maroc, les gens célébraient la fête de la marche verte. Où est le sujet? Les gens. Donc, troisième personne du pluriel. La terminaison de la troisième personne du pluriel, c'est ENT. Célèbre la fête de la marche verte. Attention à l'accent ici. Accent aigu, accent grave. Dans la conjugaison. Deuxième phrase. Chaque matin, Amine se promenait dans le jardin. Où est le sujet?
c'est Amine. Donc, troisième personne du singulier. Se promener, un verbe du premier groupe. La terminaison de la troisième personne du singulier, c'est eux. Donc, un verbe pronominal. Attention à ce. Se promène dans le jardin. Attention à l'accent. Troisième phrase. Les arbres se taillaient après l'hiver. Donc, vous avez ici les arbres. Troisième personne du pluriel. C'est le sujet. Se tailler. Un verbe pronominal. Et la terminaison, c'est ENT. Se taille après l'hiver. Quatrième phrase. Nous jouer au foot. Donc, le sujet, c'est première personne du pluriel. La terminaison, c'est ONS. Nous jouons au foot. Bien. J'espère que vous avez bien assimilé cette leçon. Revois cette leçon et essaye de répondre correctement aux questions. À très bientôt. Au revoir. Donc, toujours dans la deuxième semaine pour la leçon de lexique, on va étudier la leçon des antonymes. Les antonymes ou bien les contraires. Commençons par la rubrique « Je retiens ». Je complète par préfixe, opposé, catégorie grammaticale. Alors, les antonymes sont deux mots de sens contraire ou bien de sens opposé. Pour former certains antonymes, je rajoute un préfixe. Ils appartiennent à la même catégorie grammaticale. Ça veut dire, l'antonyme d'un verbe est un verbe, l'antonyme d'un nom est un nom, l'antonyme d'un adjectif est un adjectif et l'antonyme d'un adverbe est un adverbe. Voyons ces exemples. Exemple 1. Lourd est un adjectif. Son antonyme doit être un adjectif. Quel est l'antonyme ou bien le contraire de lourd? C'est léger. Deuxième exemple. Début. Le début, c'est un nom. Alors son antonyme est un nom. C'est la fin. Troisième exemple. Rapidement. C'est un adverbe. Son antonyme doit être un adverbe. Lentement. Dernier exemple. Entrer. C'est un verbe. Son antonyme doit être un verbe. Sortir. Faisons un peu d'entraînement avec l'exercice 1. Recopie en remplaçant les adjectifs par leur antonyme. Attention, il faut respecter la catégorie grammaticale. Il est intelligent. C'est un adjectif. On dit une personne est intelligente, une autre n'est pas intelligente ou bien elle est idiote. Donc, intelligent singulier, idiot singulier. Ou bien on peut dire bête. Deuxième exemple, il faisait chaud. L'adjectif ici, c'est chaud. Le contraire, c'est froid. Il faisait froid. Troisième phrase, elle porte une robe sale. Regardez cette fille, elle porte une robe sale. Le contraire, elle porte une robe propre. Regardez cette robe, elle est propre. Elle n'est pas tachetée de saleté, comme celle-ci. Regardez des taches de saleté. Donc, elle est sale, elle est propre. Ou bien, regardez cette plage. Comment est cette plage? Elle est sale. Et ici, comment elle est? Elle est propre. Quatrième phrase, nous avons des caractères différents. Nous ne pensons pas de la même manière.
Regardez cette photo. Vous avez ici des ballons blancs et un ballon rouge. On dit ce ballon est différent des autres ballons. Il n'a pas la même couleur. Donc, ces ballons ont la même couleur. On dit ils sont pareils. Ces ballons sont pareils. Ce ballon est différent des autres ballons. Regardez ces deux garçons. Ils sont pareils ou bien ils se ressemblent. On dit ils sont identiques ou bien ils sont semblables. Ils sont semblables. Donc, différents, pareils, ou bien identiques, ou bien semblables. Passons à la deuxième leçon, décrire une personne. Alors, pour décrire une personne, on peut décrire, par exemple, ses caractéristiques physiques, par exemple, le genre. On dit un homme, une femme, un garçon, une fille. C'est ça le genre. C'est masculin ou féminin. On peut aussi décrire le poids. Regardez ces deux personnes. Cette personne est grosse, cette personne est mince. On dit il est gros, il est mince. On peut aussi décrire la taille. Il est petit, il est grand. Les cheveux, le nez, la bouche, les yeux, la taille, les cheveux, le visage, les yeux, le nez. Bien. On peut aussi décrire ses émotions. On dit, cette personne est contente, elle est contente, elle a peur, avoir peur, elle est courageuse, il est courageux, il a du plaisir, il est content, il est heureux. Ce sont ses émotions. On peut aussi décrire ses goûts. Par exemple, elle aime, il n'aime pas, il déteste, ça veut dire il n'aime pas. Il aime le couscous, il n'aime pas le poisson. Ou bien on peut décrire ses préférences. Par exemple, elle préfère rester à la maison. Elle ne veut pas sortir, elle préfère rester à la maison. Ou bien on peut décrire les vêtements. C'est ce qu'on appelle la description vestimentaire. Comment est le pantalon, la robe, la chemise, le tablier ou bien la blouse, le tricot. Ce sont ces vêtements. Donc, voici les grandes caractéristiques d'une personne. Maintenant, comment décrire un animal? Je retiens. Pour décrire un animal, on peut décrire son physique. Par exemple, la tête, la queue, les défenses. Un éléphant a des défenses. Les cornes pour la vache, la chèvre, les ailes, le bec pour un oiseau, les pattes pour le chat, le chien, la trompe d'un éléphant, la crête d'un coq, les nageoires d'un poisson. Donc c'est la description des parties du corps des animaux. On peut aussi décrire leur maison, leur habitat. Voici par exemple des animaux qui vivent dans la ferme, des animaux domestiques qui vivent près de l'homme. Et bien sûr, il y a des animaux qui vivent dans la forêt, c'est ce qu'on appelle les animaux sauvages. Donc, on peut décrire la taille, le poids, le pelage. Par exemple, ici, le tigre a un pelage raillé. La corpulence, sa corpulence, il a un corps gros, comme le rhinocéros, l'éléphant, l'hippopotame, et un corps mince, par exemple, pour le serpent. Le nombre de doigts, combien de doigts a chaque animal, à chaque membre d'un animal. On peut décrire, par exemple, le nombre de pattes, par exemple,
4 pattes pour la chèvre, l'agneau, 2 pattes pour le coq, la poule. On peut décrire son lieu, comme je viens de le dire. Il vit dans la forêt, il vit dans la ferme, il vit dans la forêt, il vit avec l'homme, il vit dans une écurie, il vit sous la terre. Ce sont des animaux domestiques ou bien des animaux sauvages. Sa nourriture, qu'est-ce qu'il mange? On trouve des animaux herbivores. Par exemple, la chèvre est un animal herbivore. Il mange de l'herbe. Il se nourrit de l'herbe. Et des animaux carnivores qui se nourrissent de la viande de l'autre animal. Par exemple, le léopard, le puma, le lion, le tigre. Ils se nourrissent de viande. Ses actions, qu'est-ce qu'il fait par exemple pour se déplacer? Par exemple, pour les animaux à 4 pattes, il marche, il court. Il y a ceux qui volent comme les oiseaux volent. Il y a ceux qui rampent, le serpent rampe. Il y a ceux qui nagent comme le poisson nage. Le poisson nage avec ses nageoires. On peut utiliser pour décrire un animal les comparatifs. Par exemple, on dit que l'éléphant est plus gros que le tigre. Ou bien aussi que, par exemple, l'hippopotame est aussi gros que le rhinocéros, moins que le renard et moins grand que l'éléphant. Bien. Maintenant, passons à l'exercice numéro 2. Complète. Le chat a 4. Regardez l'image du chat. Il a 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles, une queue, 1, 2, 3, 4. 4 quoi? 4 pattes. Donc, il a 4 pattes. Deuxième phrase. En classe, Amira est une fille, car elle écoute toujours les explications de la maîtresse. Regardons cette photo. Voici la maîtresse. La maîtresse explique la leçon. Regardez Amira, elle écoute toujours la maîtresse. Donc, elle fait attention. Elle est attentive. Amira est une fille attentive, car elle écoute toujours les explications de la maîtresse. Troisième phrase. L'hiver dernier, j'ai passé mes vacances à. J'ai fait de l'escalade et j'ai contemplé la nature. Donc, c'est l'hiver. Donc j'ai passé mes vacances dans la neige, dans une ville où il y a la neige. Bien sûr, la ville connue du Maroc pour sa neige et sa nature, où il y a la statue du lion, c'est Ifrane. Et bien sûr, j'ai fait de l'escalade, soit sur la neige ou bien dans les montagnes. C'est Ifrane. Donc l'hiver dernier, j'ai passé mes vacances à Ifrane et j'ai fait de l'escalade et j'ai contemplé la nature. Quatrième phrase, en été, donc vous avez c'est l'hiver, maintenant c'est l'été. Les enfants allaient à la plage. Les enfants aiment, veulent, adorent et préfèrent aller à la plage. Tu peux utiliser n'importe quel verbe. Donc, les enfants veulent aller à la plage, aiment aller à la plage, adorent aller à la plage, préfèrent aller à la plage. Cinquième phrase, il faut protéger les animaux. Il faut préserver les animaux, protéger les animaux, car ils sont en voie de disparition. Donc, il faut protéger les animaux rares, dont le nombre est petit. Ou bien, il faut protéger les animaux de leur extinction. Il faut avoir peur que les animaux disparaissent. Alors, ou bien on peut dire, il faut protéger les animaux contre la chasse non ordonnée, la chasse excessive.
la chasse hasardeuse, c'est ce qu'on appelle le braconnage. Il faut protéger les animaux contre le braconnage. Enfin, mes activités pendant mes vacances sont, qu'est-ce que je fais, mes activités, qu'est-ce que je fais pendant les vacances? Donc, il y a les promenades, par exemple, le sport, la natation, la lecture, le cinéma, et bien sûr, d'autres activités. Voici une image qui illustre les différentes activités que tu peux faire. Par exemple, ici, à la plage, à la montagne, à la campagne, à l'étranger, en ville, au village, à la maison, à la bibliothèque, faire du ski, visiter des musées, faire du shopping, ça veut dire aller dans les marchés, les supermarchés, les boutiques pour acheter, faire du sport. Et bien sûr, tu peux trouver d'autres activités. Bien. J'espère que tu as bien compris. Lis beaucoup pour enrichir ton vocabulaire. Et bonne chance. À très bientôt.